en négociant rapidement avec l'organisateur de ces journées, là, je suis tombé sur un retour à Walter Benjamin, dont je ne sors guère d'ailleurs, parce que son œuvre théorique est particulièrement nourrissante, me semble-t-il. Et il rentre dans la perspective qui est la nôtre par son activité de critique. On peut dire que du début jusqu'à la fin, c'est celle-là qui guide l'orientation de sa pensée, le travail sur les œuvres, qui à son tour fait œuvre au demeurant. Dans le chapeau introductif que j'avais légué à Emmanuel Vallon, j'écrivais « Les études menées par Walter Benjamin dans une période cruciale proposent et dessinent plusieurs modèles de critique. » Je commente rapidement le terme de période cruciale parce qu'il introduit aussitôt Benjamin dans un contexte historique particulièrement ébranlé. Sa zone d'activité, si je puis dire, c'est l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, donc. Et d'autre part, cette activité théoricienne de critique se trouve en but à la montée du fascisme, non seulement à l'échelle de l'Allemagne, bien entendu, mais de l'Europe tout entière, pour ne pas parler du reste du monde. Donc c'était une croisée des chemins, image que Benjamin, utilise très souvent. C'est à une croisée des chemins que se place le critique et le théoricien de la critique, dont d'ailleurs le propos consiste à mettre à leur tour les objets dont ils s'emparent à la croisée des chemins, entre deux directions opposées, culturellement, aussi bien qu'économiquement, économiquement aussi bien que politiquement, entre le déclin de la révolution prolétarienne et l'ascension de la contre-révolution menée sous la République de Weimar. Période cruciale qui peut, à certains égards, disons, non pas annoncer la nôtre, mais lui faire écho à certains égards, quand on voit de notre côté, à l'heure actuelle, monter par exemple les formules de la situation d'urgence, ou encore de l'état d'urgence, ou encore de l'état d'exception, formule l'état d'exception que Benjamin commente par deux fois, une première fois dans Origine de la tragédie baroque en empruntant à Carl Schmitt, supposément être le juriste de Hitler, cette formule de l'état d'exception pour, disons, désigner dans le contexte de la souveraineté baroque le moment où le souverain, contre les ébranlements qui viennent de l'opposition ou des oppositions, brandit l'état d'exception, qui met en suspens les règles ordinaires du droit. Souverain est celui qui décide de l'état d'exception. Cette formule de l'état d'exception est reprise dans le dernier texte de Benjamin, le concept d'histoire, où il fait appel au véritable état d'exception, le véritable état d'exception que représenterait justement l'ouverture vers une révolution à caractère prolétarien. Donc la période cruciale dont je parle se caractérise par un véritable tremblement de terre. Et c'est dans ce séisme que Walter Benjamin est appelé à poser le pied.
s'il est encore possible de le faire. Donc, je continue la lecture de ce petit chapeau introductif. Les études menées par Walter Benjamin dans une période cruciale qui n'a pas fini de délivrer ses effets proposent et dessinent plusieurs modèles de critique variant en fonction des objets dont ils se saisissent. Je ne fais que reprendre là des fragments empruntés à la dernière œuvre restée en chantier de Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, une œuvre qu'il a entreprise sous le signe du surréalisme en 27-29 jusqu'au début 30, qu'il interrompt de 30 à 34 et qu'il reprend de 34 jusqu'à sa mort au passage de frontière à Port-Bou en 1940. Donc c'est disons, le grand chantier dans lequel s'inscrivent les œuvres, disons, fragmentaires qu'il peut laisser derrière lui. Elles sont toutes, à vrai dire, plus ou moins enlevées dans le chantier que représente Paris, capitale du XIXe siècle. Qu'il s'agisse de la petite histoire de la photographie, qu'il s'agisse de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique, et surtout du volume publié par Chance avant l'année 40 sur Baudelaire. À vrai dire, le Paris capitale du XIXe siècle, à l'origine, est destiné à mettre en scène le destin de l'art au XIXe siècle. De l'art au XIXe siècle, Benjamin est passé par extension progressive à l'introduction dans le travail d'une quantité de matériaux historiques, en particulier, disons, constitués par les traces, voire par les rebuts que peut lisser l'histoire officielle, l'histoire historiciste de l'officialité. L'historien se faisant alors chez lui chiffonnier. Le chiffonnier ramasse dans la rue donc les rebuts dont il va constituer, lui, Benjamin, la construction qui n'a jamais vu le jour, à proprement parler, baptisée Paris, capitale du XIXe siècle. Les deux petits morceaux que je vais lire maintenant sur la critique, sa méthode et ses objets, sont donc empruntés, eux aussi, à ce Paris capitale du XIXe siècle, où, disons, le travail sur l'histoire du XIXe siècle voisine le travail sur l'histoire de l'art au XIXe siècle en particulier. Donc, Benjamin écrit dans ce Paris capitale du XIXe siècle, une méthode scientifique se caractérise par le fait qu'en trouvant de nouveaux objets, elle développe de nouvelles méthodes. Exactement comme la forme en art se caractérise par le fait qu'en conduisant à de nouveaux contenus, elle développe de nouvelles formes. Un passage repris aussitôt après dans ce Paris capitale du XIXe siècle, mais avec une très légère variation. La méthode dialectique se caractérise donc par le fait que donc la méthode scientifique est devenue la méthode dialectique. La méthode dialectique se caractérise donc par le fait qu'en conduisant à de nouveaux objets, et non pas qu'en trouvant de nouveaux objets, qu'en conduisant à de nouveaux objets, elle développe de nouvelles méthodes. Exactement comme la forme en art se caractérise par le fait qu'elle développe de nouvelles formes en conduisant à de nouveaux contenus. Ces deux passages convergents trouvent maintenant, me semble-t-il, et là je livre maintenant d'ores et déjà la conclusion de la petite recherche que j'ai menée, en pensant que juxtaposer l'introduction à la conclusion permet, disons, de clarifier l'exposé.
qui voit d'où l'on part et où l'on arrive. Donc la conclusion, elle repose sur ce passage, des passages parisiens à nouveau, de Paris capitale du XIXe siècle. Il y a à l'intérieur de chaque œuvre d'art véritable un endroit où celui qui s'y place sent sur son visage un air frais comme la brise d'une aube qui pointe. Il en résulte que l'art, que l'on considérait souvent comme réfractaire à toute relation avec le progrès, peut servir à déterminer la nature authentique de celui-ci. Le progrès ne loge pas dans la continuité du cours du temps, mais dans ses interférences, là où quelque chose de véritablement nouveau se fait sentir pour la première fois avec la sobriété de l'aube. C'est le point d'arrivée d'un parcours traversant les différents stades des développements critiques qu'a pu mener le théoricien. Ce trait que je viens d'évoquer laisse supposer donc, si vous l'avez bien compris, qu'il y aurait dans l'œuvre d'art véritable à chaque fois un endroit où celui qui s'y place, ce sera le critique, sent sur son visage un air frais comme la brise d'une aube qui pointe. Ce serait là la tâche finalement du critique que de dégager cet endroit qui n'est pas forcément évident, à partir duquel l'œuvre se scinde en quelque sorte entre ce qu'elle a d'ancien et ce qu'elle peut avoir de nouveau. À ce point de rupture ou de transition, comme on voudra, entre l'ancien et le nouveau dans l'œuvre, travaille le critique, travaille le théoricien. Alors ce passage consonne avec un autre texte qui est très évocateur, d'un article de 1931 intitulé « Sciences de la littérature et histoire de la littérature ». Alors dans ce passage, qui est le commentaire d'un certain nombre d'écrits qui viennent de paraître dans l'actualité de l'année, Walter Benjamin conclut: il ne s'agit pas de présenter les œuvres de la littérature dans le contexte de leur temps, mais d'amener à exposition, dans le temps où elles sont nées, le temps qui les connaît, c'est-à-dire le nôtre. Ainsi, la littérature devient-elle un organon de l'histoire. Et faire cela d'elle, au lieu de la constituer en un matériau de l'historiographie, telle est la tâche de l'histoire de la littérature. Ici, Benjamin sauve, si vous voulez, l'histoire de la littérature comme supérieure à la science de la littérature. La science de la littérature, à savoir le champ du savoir, tel qu'il s'exerce dans différentes sphères de l'existence individuelle et collective. La science de la littérature, donc le savoir sur la littérature, cède la primauté à l'histoire de celle-ci. Mais l'histoire de la littérature n'est plus celle que moi j'ai connue étudiant à une époque où on ignorait, grosso modo, aussi bien le structuralisme que la linguistique ou que la psychanalyse, pour parler de sciences, entre guillemets, qui peuvent être annexées par l'analyse de la littérature. Et ce qui dominait dans l'université ancienne, dont je suis sorti pour aller à Vincennes en 1968, c'était justement l'histoire littéraire. Et l'histoire de la littérature dont nous parle ici Benjamin n'a rien à voir avec l'histoire littéraire que j'ai connue avant la linguistique, le structuralisme, la psychanalyse et tout le reste. C'est une histoire qui fait principalement sa place, justement, à la rupture entre l'ancien et le nouveau qui peuvent coexister dans une œuvre d'art et qui mettent
cette œuvre d'art à l'heure de notre présent. Alors la relation entre présent, le présent du critique, le présent du théoricien et le passé qui est toute œuvre d'art par rapport aux critiques ou aux théoriciens qui s'en emparent, bien entendu, devient centrale dans Paris, capitale du XIXe siècle, à l'instar de la relation entre le présent de Benjamin se lançant sur ce chantier qu'il n'a pas achevé au XIXe siècle. Donc, le passage maintenant, qui, à mon avis, complète tout à fait ce que je viens de dire, enfin, une histoire de littérature qui deviendrait finalement la marque d'un progrès authentique dans la littérature, mais aussi à travers la critique qu'on en fait dans l'ensemble de la collectivité, dans l'ensemble de la société, le passage qui règle donc la question entre le passé et le présent s'appliquant à l'ensemble de Paris capitale du XIXe siècle, c'est le suivant, et je m'en inspire beaucoup en général. Je m'en suis inspiré beaucoup dans l'enseignement que j'ai pu donner à Paris 8, et il continue, disons, à me stimuler dans les lectures ou les travaux que je peux continuer à faire. Alors on dit que la méthode dialectique, cette méthode dialectique dont il était question précédemment à propos de l'histoire littéraire, de l'approche des œuvres, on dit que la méthode dialectique consiste à rendre chaque fois justice à la situation historique concrète de l'objet auquel elle s'applique. Mais cela ne suffit pas, car il est tout aussi important pour cette méthode de rendre justice à la situation historique concrète de l'intérêt qui est porté à son objet. Et cette situation a toujours ceci de particulier, que l'intérêt est lui-même préformé dans cet objet, et surtout a le sentiment que cet objet est en lui-même concrétisé, qui est arraché à son être antérieur et accède à la concrétion supérieure de l'être maintenant, de l'être éveillé, par opposition au rêve. Comment cet être maintenant, qui n'est rien moins que l'être maintenant du temps présent, et qui est au contraire un être maintenant intermittent, discontinu, peut-il par lui-même représenter déjà une concrétion plus haute? Cette question, il est vrai, ne peut être abordée par la méthode dialectique dans le cadre d'une idéologie du progrès. Elle appelle une vision de l'histoire qui dépasse en tout point cette idéologie. Il faudrait alors que cette vision évoquât la condensation croissante, à savoir l'intégration de la réalité, qui fait que tout événement passé en son temps peut acquérir au plus haut degré de l'actualité, peut acquérir un plus haut degré de l'actualité que celui qu'il avait au moment où il a eu lieu. Ce passé acquiert les caractères d'une actualité plus haute grâce à l'image par laquelle et sous laquelle il est compris. Donc, dans la relation entre présent et passé que suggère ici Walter Benjamin, dans cette relation entre présent et passé, nous avons affaire, disons, à une double élévation, et du passé et du présent qui s'empare du passé, à une concrétisation qui porte l'un et l'autre, et le passé et le présent, à un stade plus élevé, à travers l'image que constitue leur rencontre. Cette image, Walter Benjamin l'a appelée aussi l'image dialectique. Image dialectique, c'est celle au sein de laquelle se met en place une constellation entre présent et passé, une configuration. L'image dans l'image, ce serait plutôt celle de la constellation. D'ailleurs, le thème revient très souvent chez Benjamin.
l'image dialectique, c'est celle d'une constellation entre présent et passé, où les deux éléments de la constellation, le présent d'un côté et le fragment du passé dont le présent s'est emparé de l'autre, se dynamisent et finalement se relancent et se rehaussent réciproquement en conquérant l'une et l'autre et l'une par l'autre une actualité supérieure. Cette actualité supérieure, c'est celle qui va mener, si vous voulez, à la position politique dont Benjamin ne dissocie jamais la position esthétique. Justement, dans ce moment crucial, qui est un moment de choix, obligé en quelque sorte, entre deux orientations possibles, à la croisée des chemins. Voilà pour ce qui est, si vous voulez, le schéma d'ensemble de cet exposé rapide. Et alors, ce que je voudrais faire maintenant, mais ce ne sera qu'un pointillé, c'est de concrétiser à leur tour les différentes étapes à travers lesquelles Walter Benjamin exerce sa critique sur l'œuvre, ses critiques sur les œuvres. Alors, il y a une sorte de parcours du théoricien Benjamin qui mène de sa première dissertation, on appelle ça à l'université allemande, c'est une thèse du troisième cycle, aurait-on dit autrefois, un master aujourd'hui peut-être. Donc cette dissertation soutenue à Berne concerne le concept de critique d'art dans le romantisme allemand. Alors c'est la première grande théorie, la première grande réflexion de Benjamin sur la critique et sa théorie. Le concept de critique d'art dans le romantisme allemand, je m'en explique très rapidement. C'est celui qui met en avant, au sein de l'œuvre dont s'empare le critique, une structure qu'on pourrait dire réflexive. L'œuvre que privilégie le romantisme allemand, c'est donc l'œuvre réflexive, autoréflexive, qui porte en elle-même, disons, la mise en abîme de son propre fonctionnement. Vu ainsi, l'œuvre romantique, c'est Friedrich Schlegel qui parle ce langage dans l'Athénéum. Vu ainsi, l'œuvre romantique prête la main directement à sa critique. C'est-à-dire que la critique s'engage dans l'œuvre romantique, non pas comme dans un objet extérieur, mais au contraire comme dans un objet qui lui est intrinsèquement associé. Donc l'œuvre romantique dont s'empare le critique romantique est elle-même une œuvre qui porte en elle sa critique. Et ceci dans une sorte d'infini à venir où critique et poésie se relaient selon le mouvement d'une spirale qui peut aller très loin. Alors l'œuvre que retient Schlegel pour illustrer ce processus, c'est les années de formation de Meister, le roman de Goethe, suivi des années de voyage. Alors, c'est à travers la maturation progressive de Meister, passant de la jeunesse à l'âge mûr, et au-delà de l'âge mûr, si on le veut, vers la vieillesse, à travers ce récit romanesque, c'est une illustration, justement, du retour du personnage et des événements sur eux-mêmes qui va marquer le processus en cours. Donc, quand Benjamin, maintenant, tente à définir, dans un premier temps,
la méthode dialectique dont il parle, c'est en fait pour commenter purement et simplement, et non pas critiquer, l'œuvre romantique allemande au sein de laquelle déjà la poésie entraîne la critique et la critique la poésie. Donc ici, Benjamin adhère en tant que critique complètement à l'œuvre d'art romantique qui est elle-même critique, telle qu'on l'a dessinée à l'instant. Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, en 1925 maintenant, puisque le concept de critique d'art dans le romantisme allemand date de 1920, en 1925 paraît Les affinités électives de Goethe, un ouvrage remarqué par Hofmannsthal en son temps, et l'ouvrage s'ouvre par un paragraphe qui a sa célébrité, opposant cette fois ou articulant, et non pas seulement contrastant, le commentaire et la critique. Alors, cette réflexion sur commentaire et critique, sur leur dialectique, à eux-mêmes d'ailleurs, Benjamin la reprend très souvent au fil de ses travaux. Elle revient de façon relativement fréquente. Alors l'opposition entre commentaire et critique est la suivante. Le commentaire s'intéresse au centre du vécu, à ce que Benjamin appelle le Sachgehalt. Vous avez cité tout à l'heure quelque chose qui lui ressemble, qui s'y oppose. Donc le Sachgehalt, c'est la teneur factuelle ou la teneur causale de l'œuvre. Des affinités électives de Goethe, et à la teneur causale ou factuelle dont le commentateur s'empare, s'oppose ou se relie de façon contrastée la teneur de vérité, Wahrheitsgehalt, la teneur de vérité, dont Benjamin dit qu'il s'agit de la flamme du vivant. Donc dans cette œuvre des affinités électives, une part de commentaire va s'attacher au contenu factuel et causal qui ne représente que la cendre du vécu, pour essayer de dégager dans l'œuvre la flamme du vivant qui dépasse l'œuvre et parvient jusqu'à nous, jusqu'à notre présent. Alors pour rendre les choses sensibles, il faudrait s'en prendre maintenant au récit de Goethe lui-même, ce qui m'emmènerait un peu loin. Mais pour résumer très rapidement, le récit de Goethe tourne autour du renoncement de l'héroïne, Ottilie, au désir amoureux, au désir érotique en quelque sorte, à la passion amoureuse, enfin, qui la met en rupture avec l'institution du mariage. Et victime de sa propre attitude de renoncement, elle se laisse dépérir. Elle se laisse dépérir, et c'est ce dépérissement qu'examine Benjamin pour lui opposer ce qu'il appelle la flamme du vivant, qui passe par l'attitude opposée en principe. Parallèlement à son analyse du renoncement ottilien, Benjamin le critique repère chez Goethe lui-même maintenant une angoisse mythique devant la mort autant que devant la vie. Angoisse mythique qui met à bas la statue du Goethe olympien, cher à l'époque, et entre autres aussi à l'école de Georg. Donc l'analyse qu'il fait des affinités électives déborde largement le cadre du roman pour
pour se livrer à une sorte de psychanalyse sauvage, en quelque sorte, de l'angoisse mythique chez Goethe. À quoi s'ajoute encore un développement philosophique inspiré de Platon sur le rapport entre beauté et vérité, car il va de soi que Ottilie, dans ce récit, ne peut être que belle. Donc on voit ici le critique à la recherche de la teneur de vérité développer son travail sur plusieurs plans, dans plusieurs dimensions, en quittant la lettre des affinités électives. Et ce travail de Benjamin, un livre important, à sa manière, fait œuvre. Là, le critique devient l'auteur de ce qu'on pourrait appeler une œuvre, sans qu'on sache encore si cette œuvre peut être comparée à une œuvre d'art, mais elle en rejoint à certains égards par sa dimension plurielle et son organisation intérieure, elle en rejoint plus ou moins les exigences. On va devoir arrêter bientôt parce qu'il est vraiment 6h moins 3. Oui. Donc il faut conclure. Alors, est-ce que cet exemple suffit? Il faudrait passer ensuite... Pardon pour laisser place à une dernière question de la salle, qu'on a vraiment promis de rendre à 18h. Oui, oui. Alors, en deux mots, la suite s'attacherait à l'origine du drame baroque allemand et au concept que l'étude développe, le concept d'origine, le concept de constellation, et puis le concept d'une avant-histoire et d'une après-histoire de l'œuvre. L'étape suivante nous mène à Sens unique, qui est Sens unique est un ensemble de fragments sur la tâche du critique qui donne de la critique maintenant une idée tout à fait différente dans l'actualité brûlante des années 1928-1932. Le critique est stratège dans la bataille de la littérature. Qui ne peut prendre parti doit se taire. Le critique n'a rien à voir avec l'exégète des époques passées de l'art. Et de là, il aurait fallu entrer dans le Baudelaire, qui met en place donc un poète lyrique à l'âge du capitalisme avancé, un Baudelaire que Benjamin oppose à la figure de Hugo, qui est le XIXe siècle à lui tout seul, tandis que Baudelaire apparaît à travers ses ruses, ses tours et ses détours comme un résistant au règne de la marchandise qui fait pendant au règne de la mort dans la tragédie baroque. En conclusion, il apparaît que la méthode dialectique de Benjamin s'empare bien de différents objets qui en varient le processus et la fonctionnalité d'une étude à l'autre. Et reste à savoir maintenant dans quelle mesure alors ce passé de Benjamin peut être repris par notre présent et sauvé par lui à certains égards. Alors je pense que l'œuvre de Benjamin est suffisamment ouverte, si vous voulez, pour que chacune de ces phases puisse encore aujourd'hui guider et l'enseignant et l'analyste et le praticien de l'art comme celui de la culture. Merci beaucoup.